Salut, salut! Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer, n'est-ce pas, comment faire de la modélisation H sous eViews. Alors, la modélisation H vient lorsque certaines hypothèses, lorsque les modèles AMA de façon générale sont limités en général par le fait que la loi des erreurs n'est pas homocédastique, et donc cette hétérocédasticité des résidus conduit à une certaine volatilité de ces résidus là, conduisant à l'utilisation de méthodes plus sophistiquées que les méthodes ARMA pour pouvoir estimer les processus, certains processus stochastiques. Alors, pour ce faire, nous avons là une série financière que nous allons, dans le cas d'espèce, modéliser. Donc, en utilisant la modélisation H, nous allons montrer à quel niveau la modélisation AMA est limitée pour pouvoir faire la prévision. Et vous allez voir des améliorations qui vont se faire sur le modèle que nous allons estimer par la méthodologie H, contrairement à la méthodologie AMA. Et donc, pour cela, nous allons d'abord, dans un premier temps, visualiser notre série en allant dans View, Graph, et puis OK. Donc, vous voyez l'évolution de cette série, cette variable financière qui est assez volatile, comme vous pouvez le constater. Donc, je peux essayer de regarder la stationnarité. A priori, on peut se rendre compte que cette série est assez volatile. Donc, elle serait certainement non stationnaire si nous regardons par exemple le test de racine unitaire, View, Unit Growth Test. Là, si nous choisissons le test de Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller, OK. Donc, vous voyez que là, la probabilité de notre test est de View. Voilà. Donc, la probabilité de notre test de Dickey-Fuller est de 0,33, qui est largement supérieur à 5%, ce qui signifie que l'on accepte l'hypothèse nulle de présence de racines unitaires dans notre série, et donc notre série n'est pas stationnaire. Donc nous pouvons quand même constater que notre série, nous rappelons ici que notre série est une série mensuelle, et lorsqu'on regarde notre graphe tel qu'il est là, donc il est quand même sujet à caution par rapport à une certaine saisonnalité. Donc nous allons essayer de désaisonnaliser notre série, parce qu'on peut se rendre compte que à des périodes représentant par exemple les fins d'année, on peut observer des pics et des creux au milieu, et donc on peut remarquer que notre série a une certaine saisonnalité. Donc nous allons aller pour pouvoir faire notre test et générer notre série, corriger des variations saisonnières. Donc nous allons aller dans Proc, Seasonal Adjustment, et donc nous allons choisir la méthode Census X12, donc une méthode de désaisonnalisation, puisqu'il s'agit d'une série mensuelle. Donc nous allons utiliser cette méthodologie là. Donc nous allons choisir la méthode additive, puisque c'est une série qui a des valeurs négatives, donc nous ne pouvons pas utiliser la méthode multiplicative. Donc la méthode additive est la méthode approprié par défaut. Donc nous allons générer la série corriger les variations saisonnières, Final Seasonal Adjust Series. Nous allons cliquer dessus, et donc notre série corriger les variations saisonnières a été générée. Donc on a là le test de saisonnalité, donc on peut lire les résultats et voir qu'effectivement notre série est stationnaire. Mais là n'est pas le problème. Nous pouvons représenter concomitamment sur le même graphique nos deux séries, en représentant d'abord le groupe View Graph. OK, donc on peut voir là la série financière, corriger les variations saisonnières, qui est assez lisse, contrairement à la série financière qui est assez volatile. Donc on peut voir que la désaisonnalisation permet de réduire l'effet de taille, l'effet d'échelle de notre série, et donc nous pouvons
par la suite regarder le test de stationnarité de notre série, corriger les variations saisonnières. Donc il y a les stationnaires, nous allons le confirmer à travers notre test de Dickey-Fuller. Donc là, nous avons le résultat de notre test de stationnarité qui donne une p-value de 0,00, confirmant que notre série corrigée des variations saisonnières est bel et bien stationnaire, et c'est celle-là que nous allons modéliser. Et par la suite, à la fin, si nous avons des prévisions à faire, nous allons rajouter l'effet saisonnier dans notre série pour retrouver notre série initiale. Alors, pour pouvoir faire la modélisation H, nous allons commencer par la modélisation ARMA, donc qui commence par la lecture du corrélogramme. Donc, nous allons représenter notre corrélogramme en allant dans View, corrélogramme, Level. Ok, donc nous voyons bien que notre corrélogramme en niveau nous permet de prédire que pour ce qui est du partial correlation, qui permet de voir le nombre de rétas autorégressifs à mettre dans notre série. Donc on peut voir là que notre modèle autorégressif aura 1, 2, environ 3 rétas à mettre, puisque au-delà de 3 on a ces symboles là qui ne sortent pas de notre intervalle de confiance. L'autocorrelation, l'autocorrélogramme, l'autocorrélation qui est là permet de voir le nombre de rétas MA à mettre dans notre série. Donc on a 2 rétas là. Donc celui-ci a l'air d'être sur l'intervalle de confiance. Donc nous allons AR3, MA2, donc à mettre dans notre série. Donc nous allons par la suite considérer qu'il y a 3 modèles qui sont éligibles à notre modélisation. On a le modèle AR2, le modèle AR3 autant pour moi, le modèle MA2 et puis le modèle ARMA 3.2. Donc nous allons estimer tour à tour ces différents modèles et de voir, nous allons par exemple estimer le modèle ARMA 3.2. Donc et par la suite voir comment faire les tests pour voir si la méthodologie H est plus appropriée. Donc allons dans Quick, Estimate Equation. Ensuite notre série, c'est notre variable financière, corriger les variations saisonnières, la constante. Donc nous allons mettre un terme AR1, AR2 dans notre série. Donc ensuite AR3. Et pour terminer, les termes MA1 et MA2. Donc, cliquez sur Entrée. Donc, on a là notre modèle ARMA, donc un R carré qui est proche de... Nos variables MA ne sont pas significatives. Nous allons essayer de retirer nos termes M moyen mobile. Donc, on voit que... pour notre nouvelle série, si on considère le modèle ARMA, le modèle AR3 par exemple, on a tous les coefficients qui sont significatifs, un R carré de l'ordre de 11%, les racines unitaires de notre processus sont, ont des modules strictement inférieurs à 1, comme on peut le constater ici. Donc, ce qui est bon, contrairement au modèle ARMA 3.2 que nous avons estimé et qui présentait des signes de non-significativité de certains coefficients. Donc, nous allons retenir ce modèle AR3 pour le moment. Donc la deuxième étape, c'est de pouvoir faire les tests sur les résidus. Donc l'un des tests que nous allons faire, c'est celui de l'autocorrélation des résidus. Donc nous allons aller dans notre série résidus. Donc on va regarder le corrélogramme et on peut constater que les corrélogrammes ont leurs extrémités à l'intérieur de notre intervalle de confiance avec des coefficients qui sont proches de 0 pour la colonne AC, donc ce qui signifie qu'on peut considérer que nos erreurs sont non autocorrélées d'après ce corrélogramme. Donc à la suite de ça, on peut également regarder pour ce qui est de notre modèle, alors, dans l'estimation de notre modèle, vérifier la normalité de nos résidus. Donc en allant dans View, Residual Diagnostic, ensuite
histogramme de normalité. Donc on regarde, on voit là qu'on a une p-value d'environ 0,45 qui est supérieure à 5%. Donc on accepte l'hypothèse nulle de normalité de nos résidus. Donc nos résidus suivent bel et bien une loi normale. Donc la troisième hypothèse et la dernière à vérifier, c'est l'homocédasticité. Donc pour faire les tests l'homocédasticité, nous allons aller dans View, Residual Diagnostic, comme pour celui du cas de la normalité, et puis Heteroscedasticity Test. Donc nous allons cliquer dessus. Donc puisque nous tendons vers la modélisation H, donc nous allons choisir le test H et inclure dans le cas d'espèce un seul retard dans notre test H. Donc cliquez sur Entrée. Donc on peut voir donc que notre Fisher Statistics a une p-value de 9,06 avec une p-value de 0,0029, ce qui entraîne le rejet de l'hypothèse nulle d'hétérocédacité, d'homocédacité, autant pour moi, ce qui signifie que nos erreurs sont hétérocédastiques. Contrairement à ce qui est attendu, les erreurs d'un processus autorégressif se doivent d'être homocédastiques et c'est pas le cas, comme le confirme le test H. On peut également regarder la relation des résidus. Le carré des résidus dépend de sa valeur retardée, ce qui signifie qu'il y a une certaine le terme d'erreur n'est pas homogène comme on l'avait imaginé, puisque son carré, sa valeur retardée, a un effet significatif sur le terme d'erreur. Les erreurs passées dépendent des erreurs présentes, donc ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc ce qui nous amène à estimer un modèle H. Donc pouvoir estimer notre modèle H, puisque nous avons confirmé à la fois l'hétérocédacité de notre résidu via le test H. Donc nous allons estimer notre modèle H en allant dans Estimate. Ensuite nous avons pour le cas d'espèce la méthode par défaut least square. Donc nous allons sélectionner la méthode là, donc H, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Nous allons cliquer dessus. Donc on a notre modèle H là, donc les ordres de notre H. Donc on a également, on peut choisir le nombre de retards gauge. Donc nous allons supposer qu'il n'y a pas d'effet gauge, 0. Donc nous allons estimer un H1, ce qui signifierait que notre terme d'erreur dépendra de sa valeur, des valeurs passées, dans la variance des erreurs, autant pour moi. Donc nous allons cliquer sur Entrée, et donc vous voyez là que nos coefficients restent significatifs. Et si on regarde notre test d'homocédacité, cette fois-ci Residual Diagnostic, HLM test, donc nous allons choisir le test H comme tout à l'heure. Nous cliquons sur Entrée. Donc on voit que les erreurs sont maintenant homocédastiques parce qu'on a une p-value qui est cette fois-ci supérieure à 5%, ce qui entraîne l'acceptation de l'hypothèse nulle d'homocédacité. Donc c'est une bonne chose. Nous allons par ailleurs vérifier que nos erreurs suivent encore et toujours une loi normale, Residual Diagnostic, Histogram Normality. On a une p-value supérieure à 5%, ce qui entraîne la normalité de nos résidus. On peut également regarder le corrélogramme des résidus, donc qui est là. Donc on a un corrélogramme dont les valeurs, les extrémités sont à l'intérieur de l'intervalle de confiance et des colonnes assez proches de 0 avec des p-values largement supérieures de façon générale à 5%. Donc ce qui confirme l'autocorrélation de nos la non-autocorrélation de nos différentes de nos termes d'erreur. Et donc nous avons par ce tutoriel montré comment estimer un modèle H sous eViews en partant de la modélisation ARMA. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les cloches de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Alors d'ici à là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.